Regarde ce que ton voisin est en train de faire là, de l'autre côté du grillage. Il est accroupi entre ses rangs de carottes. Il verse quelque chose d'un vieux flacon dans son arrosoir. Il mélange avec une cuillère en bois. Rien d'impressionnant à voir. Rien qui ressemble à un produit professionnel. Rien avec une étiquette colorée. Rien qui coûte 20 € au rayon jardinage. Et pourtant, en septembre, quand vous sortez vos carottes tous les deux, lui et toi, sur la même rue, avec la même argile sous vos pieds, le même été sec derrière vous, ces carottes pèsent 3 fois plus que les tiennes. 3 fois. Tu as demandé. Il a souri. Il t'a dit de la levure. Une seule application. Et il n'a rien expliqué de plus, parce qu'il ne savait pas vraiment pourquoi ça marchait. Il l'avait appris de son père, qui l'avait appris du sien. Et ça fonctionnait depuis 3 générations, sans que personne dans la famille n'ait eu besoin de comprendre le mécanisme. Toi, tu as eu du mal à y croire. De la levure, comme pour le pain, sur des carottes, dans un jardin. Ça ressemblait à une de ces astuces qui circulent sur Internet et qui n'ont aucun fondement. Tu es rentré, tu as cherché, tu n'as pas trouvé d'explication claire, et tu t'es dit que ce devait être une question de sol ou de variété, que ton voisin avait de la chance, que tes carottes resteraient ce qu'elles sont. Et chaque septembre depuis, tu ressors des carottes trop petites, d'une terre que tu soignes pourtant consciencieusement. Ce que ton voisin fait dans son arrosoir déclenche quelque chose dans le sol que ni l'engrais de fond, ni le binage, ni l'arrosage régulier ne peuvent déclencher. Un mécanisme vivant, microbien, qui existe dans tous les sols, mais qui dort faute du signal qui l'active. La levure est ce signal. Et ce mécanisme a été documenté, observé, mis sur papier par un agronome du Limousin en 1967, dans un rapport qui n'a jamais quitté un tiroir de la Chambre d'agriculture de Tulle. Aujourd'hui, tu vas comprendre pourquoi le sol de ton voisin travaille pour lui, pendant que le tien attend que tu reviennes arroser. Restons là un instant. Tu jardines sérieusement, tu travailles ta terre, tu amends, tu t'informes. Et tes carottes restent petites. Ce n'est pas un manque d'effort, c'est un manque d'une information précise que personne dans les magasins de jardinage n'a intérêt à te donner, parce qu'elle remplace plusieurs produits par un paquet de levure à 2 €. Ton voisin a le même sol, les mêmes variétés. La différence est dans ce qui vit dans son sol. Un réseau de micro-organismes qui transforment les minéraux inaccessibles en nourriture directement assimilable, et que la levure réveille en une seule application au bon moment. Dans cette vidéo, tu vas comprendre ce que fait la levure dans le sol, avec une image qui rend ça immédiatement clair. Tu vas entendre l'histoire de Bernard Fontanet, agronome en Corrèze, et d'une observation de terrain qui aurait transformé la façon dont des milliers de jardiniers du Massif central cultivaient leurs légumes racines, si le contexte de 1967 avait été différent. Et tu auras un protocole complet, dans l'ordre, avec la raison derrière chaque geste. Mais avant ça, une erreur. Celle que feront ceux qui entendent parler de la levure pour la première fois, qui vont essayer et qui concluront 3 semaines plus tard que ça ne marche pas. Une erreur de moment, pas de méthode, pas de produit, qui neutralise entièrement l'effet et laisse les carottes exactement comme avant. Si tu arrêtes cette vidéo avant la fin, tu referas cette erreur, et tes carottes resteront petites. Les chiffres maintenant. Ce que tu dépenses pour des carottes qui restent petites. Un engrais de fond pour légumes racines. 18 € le sac, appliqué avant le semis pour stimuler le développement racinaire. Et les carottes poussent, mais elles restent dans la fourchette basse de ce qu'elles devraient donner, parce que l'engrais met les nutriments dans le sol sans activer les micro-organismes qui rendent ces nutriments assimilables dans la zone racinaire fine de la carotte. Un amendement calcaire ou un correcteur de pH, 12 €, parce qu'on t'a dit que les carottes ont besoin d'un sol équilibré, et que tu corriges, et que le pH est correct, et que les carottes restent quand même petites, parce que le pH n'était pas le problème. Le problème était dans l'activité biologique du sol, pas dans sa chimie mesurable. Un engrais potassique de mi-saison pour gonfler les racines en juillet, 15 €.
pour rattraper en cours de végétation ce que tu pensais avoir raté au départ. Et la carotte grossit un peu, mais pas 3 fois. 45 € par saison pour des carottes ordinaires. Et ton voisin dépense 2 € de levure et sort ses carottes en septembre avec le sourire que tu n'arrives pas à avoir. Tu as calculé combien de saisons tu es dans ce cycle-là? Et si la levure résout le problème à la racine, littéralement dans le sol autour des racines, pourquoi est-ce que l'étiquette de ton engrais de fond ne te le dit jamais? Pourquoi le vendeur ne t'a jamais dit « avant l'engrais, et c'est ça ». La réponse commence en Corrèze, dans l'été 1967. Bernard Fontanet avait 40 ans en 1967. Agronome de terrain, rattaché à la chambre d'agriculture de la Corrèze depuis 10 ans, un homme qui aimait les sols, qui passait autant de temps la bêche à la main qu'à son bureau, pas un chercheur d'université. Un technicien rigoureux qui faisait confiance à ce qu'il observait avant de faire confiance à ce qu'il lisait. Ce que Bernard avait remarqué depuis plusieurs années, c'était une anomalie dans les jardins d'un hameau au-dessus de Meymac. 2 familles côte à côte, les Perrier et les Chassins, avec des parcelles contiguës, la même exposition, le même sol limono-argileux du plateau corrézien. Les Perrier sortaient des carottes ordinaires. Les Chassins sortaient des carottes que leurs voisins venaient regarder en septembre. Grosses, régulières, sucrées, d'un orange profond. Bernard a demandé. Les Chassins avaient une seule différence dans leur itinéraire, que la grand-mère Joséphine mentionnait en haussant les épaules. Au moment du premier binage après la levée, on arrosait avec de l'eau dans laquelle on avait dissous un peu de levure de boulanger. Transmis par sa mère, qui le tenait de la sienne, elle ne savait pas pourquoi. Elle savait que ça fonctionnait. Bernard a fait analyser des échantillons de sol des 2 parcelles. Les analyses chimiques étaient quasiment identiques. pH, phosphore, potassium, matière organique dans les normes. Mais les analyses biologiques révélaient une différence nette dans la parcelle des Chassins. Une concentration significativement plus élevée de champignons mycorhiziens et de bactéries solubilisatrices de phosphore. Ces micro-organismes, invisibles à l'œil nu, jamais mesurés dans les analyses standards, sont ceux qui transforment les minéraux liés aux particules d'argile en formes directement assimilables par les racines fines. Dans le sol des Chassins, ils étaient actifs, en densité, organisés en réseau. Dans le sol des Perrier, ils étaient présents mais dormants, faute du signal qui les aurait mis en mouvement. Bernard a rédigé un rapport de 14 pages. Observations, analyses comparées, photographies des 2 récoltes, propositions d'essais sur 6 jardins volontaires. Il l'a transmis à la chambre d'agriculture de la Corrèze. La réponse est arrivée 2 mois plus tard. Courrier courtois, salut pour le soin de l'observation, et explication que le programme d'animation technique de la saison suivante portait sur les nouvelles formulations d'engrais composés, en partenariat avec 2 distributeurs régionaux. Un essai sur la levure de boulanger à Meymac n'entrait dans aucun cadre. Bernard a rangé ces 14 pages. Il est parti en retraite en 1986 sans avoir jamais relancé ce dossier. Et Joséphine Chassin a continué à dissoudre sa levure dans son arrosoir jusqu'à ce qu'elle n'ait plus la force de se baisser entre ses rangs. Est-ce que tu mesures ce que ça représente? Une femme qui savait, depuis 3 générations. Un technicien qui a vérifié, qui a mesuré, qui a mis des mots dessus. Et une porte refermée sans violence, par simple absence de priorité. La façon la plus efficace d'enterrer une information sans laisser de traces. Si tu penses que Bernard Fontanet et Joséphine Chassin méritaient d'être entendus, mets un pouce en l'air. Pas pour la chaîne, pour eux, et pour tous ceux qui cet automne vont sortir des carottes ordinaires, d'une terre qui attendait simplement un signal qu'on ne lui a jamais donné. Ce qui se passe dans le sol quand tu verses la levure, maintenant, avec une image que tu connais. Tu as déjà vu une forêt après la pluie? Le sol n'est plus le même, il sent différemment, les champignons sortent, les vers remontent. L'eau n'a pas apporté des nutriments, elle a donné le signal. L'écosystème présent, mais en veille, s'est mis en mouvement. La levure dans le sol fait exactement ça. Les levures fermentent et produisent des molécules, sucre simple,
acides aminés, vitamines du groupe B, que les bactéries et champignons mycorhiziens du sol consomment pour sortir de leur dormance et se multiplier. Effet domino. Tu nourris les micro-organismes, ils colonisent les radicelles de la carotte. Ils commencent à solubiliser les minéraux présents depuis des années dans ton sol. Le phosphore lié à l'argile, le zinc, le manganèse, sous des formes que la carotte ne pouvait pas absorber seule. La carotte ne grossit pas parce que tu lui as mis plus d'engrais. Elle grossit parce que tu as activé autour d'elle une usine de transformation qui existait dans ton sol, mais qui tournait au ralenti. L'engrais de fond, c'est mettre des ingrédients dans un four éteint. La levure, c'est allumer le four. Tu comprends maintenant pourquoi ton voisin a le même sol que toi et des résultats 3 fois meilleurs ? La chimie du sol est identique. L'activité biologique ne l'est pas. Et c'est l'activité biologique qui fait la carotte. Regarde maintenant vers la Hongrie. Dans la région de Kalocsa, la plaine sur les rives du Danube, grande zone maraîchère depuis des siècles, des producteurs traditionnels appliquaient une fois en début de végétation de l'eau dans laquelle avait fermenté du pain rassis ou de la levure du boulanger du village. Des cahiers de ferme du début du XXe siècle le documentent. Des agronomes hongrois des années 80 y ont reconnu une activation biologique du sol pratiquée empiriquement des générations avant que le mot mycorhize existe dans les manuels. Le Limousin de Bernard Fontanet et la plaine de Kalocsa. 2 régions, 2 pratiques sans coordination, un seul résultat. Quand la même observation émerge 2 fois à 2000 km de distance, ce n'est pas une coïncidence. C'est que la levure et le sol se parlent dans une langue sans frontières. L'erreur maintenant, celle que j'ai annoncée. La levure appliquée trop tôt, au semis ou juste après, avant même la levée, n'atteint pas les radicelles actives de la carotte parce que ces radicelles n'existent pas encore. La levure fermente dans le sol, nourrit temporairement les micro-organismes généraux du sol, puis ces composés sont consommés ou dégradés avant que les radicelles de la carotte aient poussé suffisamment pour en bénéficier. La fenêtre de contact entre le réseau microbien activé et les racines fines de la carotte est manquée. La levure appliquée trop tard, en juillet, quand les racines sont déjà bien formées et ont établi leurs échanges avec le sol, n'a plus le temps d'activer une colonisation mycorhizienne suffisante pour modifier significativement le développement de la racine, qui est déjà engagée dans sa phase finale de gonflement. Le bon moment est précis. C'est le moment du premier binage, quand les plantules ont leurs premières vraies feuilles, quand les radicelles commencent à s'étendre activement dans le sol, quand le réseau d'échange entre la plante et le sol est en cours de construction. C'est là que la levure trouve les radicelles réceptives, que les mycorhizes qu'elle active colonisent les zones d'absorption actives, que l'effet se traduit sur toute la saison de gonflement. Joséphine Chassin le savait sans le formuler. Au premier binage. Pas avant, pas après. Cette précision-là, transmise dans le geste familial, est exactement ce que Bernard Fontanet avait documenté dans ses 14 pages. Et c'est exactement ce que ceux qui essaient la levure sur les mauvais conseils d'Internet ratent. Parce qu'une recette sans le timing, c'est une moitié de protocole. Le protocole maintenant. 3 gestes, dans l'ordre. Le premier geste. Choisir la bonne levure. Pas la levure chimique en sachet pour gâteau, celle-là ne fermente pas, elle produit du dioxyde de carbone par réaction chimique avec un acide, sans produire les molécules organiques dont les micro-organismes du sol ont besoin. Il faut de la levure vivante. Levure de boulanger fraîche en cube ou levure de boulanger sèche active en sachet, celle qui se réveille dans l'eau tiède et produit une mousse en 10 minutes. C'est cette activité fermentaire, cette production de molécules par des organismes vivants, qui crée le signal dont le sol a besoin. Est-ce que tu as de la levure de boulanger dans ta cuisine en ce moment ? Ou est-ce que tu utilises plutôt la levure chimique pour les gâteaux ? Dis-moi dans les commentaires, parce que la confusion entre les deux est la première cause d'échec de cette pratique. Le deuxième geste, préparer la solution. Tu dilues la levure dans de l'eau tiède, pas chaude, pas froide, autour de 25 degrés, et tu laisses reposer le temps que la fermentation démarre activement
avant l'application. Trop concentrée, la levure peut créer localement une acidification du sol qui nuit aux mycorhizes que tu veux activer. Trop diluée, l'effet est insuffisant. Tu cherches la solution qui mousse légèrement, qui sent la fermentation active, ni plate, ni débordante. Et tu appliques toujours dilué, jamais pur, au pied des plants, pas sur les feuilles. Le troisième geste, appliquer au pied, une seule fois, au bon moment. Au premier binage, quand les plantules ont 2 à 3 cm de feuilles. Tu verses lentement autour des pieds, pas sur les feuilles, dans la zone racinaire active. Une seule application, pas 2, pas 3. Les mycorhizes activées par la levure se multiplient seules dans les semaines qui suivent. Elles n'ont pas besoin d'un second signal. Un second apport de levure ne démultiplie pas l'effet. Il perturbe l'équilibre microbien qui s'est installé. 3 gestes. La bonne levure, la bonne dilution, le bon moment. C'est le protocole que Joséphine transmettait à sa fille entre les rangs de Meymac. L'image complète maintenant. Le premier mécanisme, c'est l'usine de transformation. Les mycorhizes activées colonisent les radicelles et transforment les minéraux du sol en nourriture directement assimilable. Le phosphore que l'argile retenait, le zinc, le manganèse. La carotte accède à une réserve alimentaire qui était là depuis des années, mais inaccessible. Elle grossit avec ce qui était déjà dans ton sol. Le deuxième mécanisme, c'est l'extension du réseau racinaire. Les mycorhizes étendent physiquement la zone d'absorption de la carotte. Elles créent des filaments microscopiques qui vont chercher l'eau et les nutriments bien au-delà de ce que les radicelles de la carotte atteindraient seules. Une carotte avec un réseau mycorhizien actif se nourrit sur un volume de sol 3 à 5 fois plus grand qu'une carotte sans ce réseau. C'est pour ça qu'elle pèse 3 fois plus. Pas parce qu'on lui a mis plus d'engrais, mais parce qu'elle puise dans un territoire plus vaste. Le troisième mécanisme, c'est la persistance. Une fois activé, le réseau mycorhizien reste présent dans le sol pour les saisons suivantes, à condition de ne pas être détruit par des fongicides ou des travaux de sol trop profonds. Ton voisin ne recommence pas tout à zéro chaque année. Il maintient et enrichit un réseau qui s'est construit au fil des saisons. C'est pour ça que ces carottes étaient déjà bonnes il y a 10 ans et qu'elles sont encore meilleures maintenant. Il a hérité d'un sol vivant et il prend soin de cette vie. Ce qui sort de ta liste d'achats. L'engrais de fond à 18 €, l'amendement calcaire à 12 €, l'engrais potassique de mi-saison à 15 €. Ce qui reste, un cube de levure fraîche à 2 € est le bon moment pour l'utiliser. Ton choix maintenant. L'option A. Tu continues comme avant. Engrais, amendement, arrosage, et en septembre des carottes ordinaires pendant que ton voisin remplit ses caisses avec le sourire de quelqu'un qui ne dépense pas grand-chose et ne s'en plaint pas. L'option B. Tu achètes de la levure de boulanger. Tu attends le premier binage. Tu prépares ta solution et cet automne, tu vois pour la première fois ce que ton sol est capable de produire quand on lui donne le signal qu'il attendait. Écris A ou B dans les commentaires. Et dis-moi pourquoi. Pour toi, pas pour moi. Parce que formuler un choix à voix haute, c'est déjà l'avoir pris. Et une dernière question pratique. Quel est ton problème habituel avec les carottes ? Elles restent petites, elles fourçonnent, elles sont creuses, elles manquent de saveur ? Précise et dis-moi dans quelle région tu es. Ces données nous aident à cibler les prochaines vidéos sur ce qui te concerne vraiment. Dans le sol de ton jardin, il y a un réseau qui attend. Pas le réseau que tu achètes dans un flacon avec une étiquette, un réseau vivant, construit sur des millions d'années d'évolution, présent dans presque tous les sols jardinés de France. Et silencieux, faute du signal qui l'active. Ta grand-mère ne savait pas ce que c'était qu'une mycorhize. Joséphine Chassin non plus. Mais elle savait que le sol se réveille quand on lui donne ce qu'il cherche, et que la carotte répond quand le sol est en vie. Quand tu verses ta solution de levure au premier binage, tu ne fais pas de la magie. Tu donnes le signal, et le sol fait le reste, exactement comme il le fait dans le jardin de ton voisin depuis 3 générations. La force n'est pas dans l'engrais. La force est dans ce que ton sol sait faire quand on le laisse travailler.
Va en profondeur. Tout est là.